Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Tachao. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Vous pouvez nous lire un petit bout? Vous pouvez nous lire? D'accord. Démarrer, qu'on entende un peu. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, Sylvie. Merci d'être venue, même si je ne vous vois pas du tout. C'est vrai. C'est un peu aveuglant, mais c'est bien. Je vais lire un tout petit passage. Deux garçons marchent à l'ombre rare d'un verger, loin de la maison où ils séjournent. Il est à peine plus de midi. Le soleil est à son zénith. Il n'y a personne d'autre alentour. Dans cette lumière, la terre miroite légèrement devant eux. Il n'a pas plu depuis des mois. La végétation, habituellement chargée d'humidité, est pâle et friable. Ces derniers jours, l'air lui-même est devenu si chaud et si sec qu'il brûle la gorge des garçons chaque fois qu'ils respirent. Si on grattait une allumette, toute cette terre s'embraserait, dit l'un des deux. Il s'appelle Jay. Il ouvre la marche, se frayant un chemin à travers les herbes hautes et rugueuses qui lui tailladent les mollets, les sillonnant de coupures fines et précises qui le démangeront lorsqu'il se lavera plus tard ce jour-là. Et pourtant, il s'est habitué à la douleur. En fait, il la sent à peine. Ici, le sous-bois forme un enchevêtrement d'épineux et, chaque soir, Jay découvre sur ses bras et ses jambes de petites blessures qui marquent sa serviette de toilette et ses draps de taches rouges vifs, mais la plupart du temps, il n'est même pas conscient de ces perforations sur sa peau. Les garçons marchent à pas réguliers. Ils progressent vers les ombres plus épaisses au corps du verger. Je les appelle des garçons, mais en réalité, ce ne sont plus des garçons. Que sont-ils alors, puisque ce ne sont pas encore des hommes? Peut-être qu'à ce moment précis, il importe peu de le savoir. Arrivé au pied du plus grand arbre, il lève les yeux vers les branches fourchues et tordues par l'âge. Jay tend la main, touche le tronc. Ses doigts effleurent les crevasses peu profondes de l'écorce. Bientôt, on l'abattra, ainsi que tous les autres. Ils sont malades, leur a-t-on affirmé. Il faut les détruire. Magnifique. Merci. Donc, c'était donc les deux premières pages de ce livre, Le Sud, que vous venez de publier chez Flammarion. Il a été traduit de l'anglais par Johan Frédéric Elgedge. Et magnifique roman. Donc, juste en quelques pages, on se rend compte à quel point c'est très beau roman. C'est votre 6e livre qui est traduit en français. Juste citer les deux derniers. Nous les survivants en 2021 et Étrangers sur la grève en 2023. Très beau texte aussi autobiographique sur le parcours de vos grands-parents paternels et maternels, parce que, on le sait, vous êtes né en Malaisie dans une famille d'origine chinoise. Dans le Sud, on l'a entendu, c'est un adolescent, Jay, qui tombe amoureux d'un jeune garçon à peine plus âgé que lui. On va en venir à ces personnages qui sont au centre du livre, mais d'abord, quand même, ce lieu, une exploitation agricole dans le sud de la Malaisie. C'est l'été. Vous êtes parti du lieu ou vous êtes parti du personnage? Comment ça a démarré? Les deux. En fait, c'est un roman dans lequel on ne peut pas faire la différence entre... On ne peut pas séparer les personnages du lieu. En fait, c'est un peu l'histoire de ma famille à moi. C'est une famille quelconque qui ressemble bizarrement à la mienne. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui revient sur cette propriété. Propriété, c'est un nom, peut-être un mot peut-être qui n'est pas juste, parce que c'est juste un morceau un terrain quasiment terrain vague.
c'était une ferme. Maintenant, ce terrain a été abandonné depuis très longtemps. Tous les arbres fruitiers sont en train de mourir. Et là, cette famille se retrouve seule, coupée du monde. Ils sont un peu libérés de leur vie quotidienne, les vacances d'été. Le père vient de perdre son travail. Et toute la tristesse et toute l'histoire, le passé de cette famille d'immigrés chinois en Malaisie se retrouve sur ces terrains. Et ils sont obligés, pendant le cours d'un mois, de se confronter à leur passé. Et ça se passe dans les années 90, la fin des années 90. Oui. C'est important cette Très important en 97 précisément, parce que c'est l'année de la crise économique majeure en Asie du Sud-Est qui a précédé la crise économique globale en Europe en 2008. Et c'était une année de dévastation. Donc il y avait une dévastation climatique déjà, il y avait une sécheresse qui a duré 1 an entier en Asie du Sud-Est, et en même temps la crise économique qui a fait que quasiment tout le monde a perdu leur travail. Il y avait du jour au lendemain plus d'argent dans les distributeurs. Il y avait la moitié des commerces ont fermé. Personne s'est échappé à cette crise. Et cette famille se retrouve dans ce moment en train de contempler l'avenir. Et tout est remis en question d'une certaine manière, en fait, chacun. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que vous nous racontez autre chose à travers ça. Vous avez dit ils ont un rapport au passé parce que ce terrain avait été acheté par le grand-père immigré. Au fond, c'est comme un héritage dont ils ne savent pas quoi faire. Donc c'est une manière peut-être de nous dire autre chose sur cette famille. Oui, exactement. Le narrateur, Jay, il a 17 ans, à peine 17 ans. Jusque-là, il ne se rend pas compte de ce qui se passe dans sa famille. Il est totalement ignorant de l'histoire de sa famille, de l'histoire. Il ne se voit même pas comme un immigré, comme moi à cet âge-là. Je n'étais pas au courant de ce que ça voulait dire être immigré. Pendant si longtemps, je me voyais que comme Malaisien. Je ne voyais pas la différence entre moi et les autres Malaisiens. Jusqu'à ce que je commençais à entendre les insultes racistes des gens qui me demandaient de rentrer en Chine. En fait, aux premières insultes, je pensais vraiment qu'il parlait à d'autres personnes que moi. Je ne savais même pas qu'il parlait à moi. Mais à partir de ce moment-là, tout commence à changer. Pour lui, comme ça a changé pour moi, je commençais à me mettre en question. Ma place dans la société était mise en question. Mon attachement à ce pays, à cette terre, était mis en question. Je ne savais pas si j'étais vraiment chez moi. Et ça, c'est un sentiment qui est très troublant pour un adolescent, de penser tout d'un coup qu'on n'appartient plus à cette terre, à ce pays. Alors que tout autour de nous, on entendait, c'était dans les années 90, on était toujours en plein moment nationaliste en Asie du Sud-Est. Après des longs siècles de colonialisme, on était enfin indépendant, on avait des économies qui marchaient très très bien pendant 20 ans. On croyait que toute cette richesse allait être répandue, partagée par toute la société. Et puis, brutalement, en 97, on se rend compte que, en fait, cette richesse était détenue par une toute petite minorité, des gens très, très, très riches.
et que cette notion d'égalité économique, d'égalité politique, égalité sociale, en fait, ce n'était qu'une illusion. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, en 1997, tout était remis en question. Et pour le jeune Jay, il est aussi un moment où il commence à découvrir sa sexualité. Et c'est un moment de libération. Alors que pour ses parents, c'est un moment de traumatisme. Le père vient de perdre son travail, la mère qui se trouve à l'âge de 44 ou 45 ans dans un mariage dans lequel elle a pas de liberté, elle n'exerce plus de choix, elle est triste depuis très longtemps. Autour du narrateur Jay, tout est en train de s'effondrer, mais lui, il est en train de vivre un moment de bonheur grâce à sa sexualité. Et c'est ces contrastes-là qu'on trouve dans ce moment, dans le sud du pays, l'extrême sud du pays, loin de la capitale, loin de tout. Et c'est là où tous les personnages, comme ils ont beaucoup de temps maintenant, ils ont beaucoup de temps pour réfléchir, pour vraiment se mettre en question. C'est pour ça que tout est en train de bouger. Mais comment vous faites, Tash Hao, à nous raconter tout ça, tout ce contexte politique dont vous venez de nous parler et qui est dans le livre, qui est présent, et en même temps, on est toujours dans l'intime des personnages, et là même dans le discours, vous êtes revenu à la sexualité de Jay, vous restez très très près des personnages, tout en nous racontant tout le contexte. Comment vous travaillez ça ? Tout en restant fidèle aux vraies vies des personnages. Cette famille, comme moi, à cet âge-là, je ne me voyais pas comme un corps politique. Je ne voyais pas la politique, la société politisée dans laquelle je vivais. Je n'étais pas du tout conscient de ça. Je vivais ma vie au quotidien. Comme ma mère, elle s'acharnait à trouver un peu d'argent pour nourrir la famille. Mon père, il était constamment en train de perdre son boulot. Il n'était pas conscient de sa place dans cette société très politisée. Et il ne se voyait pas comme quelqu'un politique. Mais en fait, on était pris dans tous les mouvements politiques sans le savoir. Et donc, ce que je voulais faire, c'est juste me concentrer sur les rythmes de nos vies quotidiennes, pour raconter ces histoires du mouvement politique autour de nous. Le racisme, la discrimination, la misogynie, la sexualité, et aussi la libération qui peut être portée par cette sexualité. Pour Jay, qui se rend compte qu'il est gay, mais aussi pour les femmes, ses sœurs, qui commencent à se voir comme des femmes différentes par rapport à leur mère. On va arriver au personnage de la mère, ne vous inquiétez pas, et de ses filles. Mais pour rester sur le personnage de Jay, ce qui est intéressant, c'est aussi avec son ami, dont il tombe amoureux, Xuan. Vous êtes très attentif aux différences de vie, aux différences de classe sociale, puisque Xuan, il vit là, la campagne. Lui, il a arrêté l'école, alors que Jay, il arrive de la ville, c'est un lycéen, il compte faire des études après. Et ça aussi, c'est extrêmement subtil, mais on voit bien les différences entre les deux garçons. Vous travaillez ça ? En fait, quand on grandit dans un pays comme la Malaisie, cette différence de classe est partout. Il est dans quasiment chaque famille. Chez nous, moi, j'ai des parents qui sont nés à la campagne. Et la campagne malaisienne n'est pas comme la campagne française. C'est pas joli. Dire que je suis né à la campagne, c'est de dire je suis pauvre.
Et par quel moyen, par quel hasard, je ne sais pas, et ma mère et mon père ont réussi de s'échapper à la campagne et pour s'installer dans la ville, dans la capitale. Et c'est là où j'ai grandi. Mais comme j'ai passé toutes mes vacances scolaires chez mes grands-parents, mes parents travaillaient à l'époque, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, donc je passais toutes mes vacances scolaires chez mes grands-parents. J'étais replongé dans la pauvreté, la vie d'isolation, de privation de mes cousins. Et je voyais l'écart dès le premier âge entre moi et eux. Ça ne voulait pas dire que j'étais riche ou j'étais aisé. J'avais une vie très très modeste dans la ville. Mais il y avait quand même un écart entre moi et mes cousins. Et c'est ça que je raconte dans le livre. Cette tristesse et cette mélancolie, ce sens de culpabilité que ressent Jay vers Chuan, qui est pourtant, en fait, Chuan c'est un cousin lointain, qui s'installe, cet écart, cette notion de différence qui s'installe dès le premier âge dans une seule famille. Comment un garçon peut être si différent que l'autre tout en étant de la même famille. Et tout ce que je raconte, c'est une vie d'une famille divisée par ces différences de classe. Et racontez-nous un peu la vie de la mère de Jay, qui devient petit à petit un personnage de plus en plus important. Je ne sais pas si c'était prévu au départ, parce qu'effectivement, quand on commence à lire, on se dit ça va être l'histoire de ces deux garçons, et on se rend compte que la mère prend de plus en plus d'importance. C'était pas du tout prévu au départ. Au départ, je voulais juste écrire un tout petit livre sur cette histoire d'amour entre deux garçons. Mais aussitôt dès que j'ai commencé, je me suis rendu compte que, en fait, le personnage de la mère était très important. Parce que c'est elle qui est au cœur de cette famille. Quand j'avais cet âge-là, mes histoires d'amour étaient tout ce qui comptait pour moi. Il n'y avait plus rien qui existait dans mon univers. Mais avec le passage du temps, je me rends compte que pendant tout ce temps-là, ma mère était en train de faire une dépression nerveuse. C'est pour ça qu'elle pleurait tout le temps, elle était tout le temps triste. Et que mon père n'était jamais là, il était toujours il était ailleurs, en train de chercher du travail. Et donc ma mère était seule avec 3 enfants et pas assez d'argent. Et c'est cette histoire-là que je raconte dans le livre. Sui, la mère de Jay, elle se trouve seule maintenant, seule avec ses regrets, seule avec ses secrets, ses frustrations, ses colères. Et elle n'a personne à qui elle peut se confier, sauf peut-être les enfants. Les enfants, maintenant, ils ont 16, 18, 20 ans. Ils sont presque adultes. Elle essaie donc de se confier à eux, mais elle n'arrive pas. Je crois que, en fait, le livre est aussi l'histoire de l'impossibilité de communiquer dans une famille. Tout le monde est coincé dans leur rôle. La mère, dans son rôle de la femme silencieuse, obéissante, souffrante. Les enfants qui devaient... Le garçon coincé dans son rôle de macho, qu'il n'est absolument pas capable de jouer ce rôle. Les sœurs, elles sont en train d'hésiter entre le modèle de femme obéissante féminine ou une femme rebelle comme la sœur aînée. Et donc tout le monde est en train de lutter contre ces rôles qui leur ont été donnés.
Et puis il y a un conflit de génération justement entre la fille aînée et la mère, puisque la mère c'est une génération où elle s'est mariée très jeune, elle n'a pas travaillé. Ouais. Et la fille aînée, par contre, veut faire des études, veut travailler. Et du coup, il n'y a pas de communication possible. On aurait pu penser que ces deux femmes, enfin la mère et la fille puissent se parler, et la mère se rend compte assez vite que c'est pas possible. Bon, je crois que c'est vrai chez toutes les familles, dans toutes les familles. Il y a une impossibilité de communiquer entre les générations. Je sais même pas. Enfin, c'est que dans les films américains où on voit les parents sont en train de faire les amis faire ami avec les enfants. Surtout dans les familles asiatiques, il n'est pas du tout possible. Il n'y a pas que ça. C'est aussi que la manière dans laquelle chaque famille reproduit les pressions sociétales sur leurs enfants. Donc le garçon, il est obligé de travailler dans les champs parce que pour prouver que c'est un homme, qu'il est masculin. Les filles sont obligées par le père de s'habiller d'une certaine manière. Ils sont obligés de faire des études littéraires. Par exemple, le garçon est obligé de faire des études scientifiques. Ils sont tous sous une pression qui est quasiment impossible de résister. Et justement, dans ce mois-ci, à la fin de l'année, ils sont en train de mettre tout en question. Et en même temps, effectivement, il est amoureux. Ça, c'est aussi une écriture intéressante, on l'a entendu, parce que vous êtes très près des corps, des sensations, tout en nous racontant tout ça. On revient tout le temps à l'intime et au micro-intime, et notamment aux sensations, au corps. Oui, c'est un travail très corporel. Je voulais rentrer dans les sensations d'un adolescent de 16 ou 17 ans, tout en recréant ces odeurs, l'odeur des corps des hommes autour de Jay. Parce qu'en fait, jusque-là, Jay n'a aucun sens de ce que ça veut dire être un homme. Et donc, c'est par ces sensations-là qu'il commence à savoir qu'il a un corps, qu'il a un corps qui est capable de sensations physiques. Il a un corps qui est capable de faire l'amour. Il a un corps qui est capable d'aimer. Et c'est comme ça qu'il commence à construire une identité pour lui-même. Mais c'est avec aussi ce corps dont il a maintenant conscience qu'il commence à savoir ce que ça veut dire être détesté dans la société. Il commence à savoir ce que c'est la discrimination au sens réel. Parce que quand il sort dans le village à côté, ils attirent le regard méchant des gens autour. Ils attirent des petits commentaires, des insultes. Et donc, c'est très important pour un garçon de cet âge-là de savoir ce que ça veut dire avoir un corps sexuel. Parce que comme ça, la notion de l'identité, il est purement théorique. Et je crois qu'à l'âge de 16 ans, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire être chinois, être gay. C'est par des expériences corporelles et sensorielles qu'on apprend ce que ça veut dire être tout ça. Être exclu, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est souvent une exclusion physique. Quand on sort et on te regarde avec un regard méchant, ou on te crache dessus. Ça, c'est ce que ça veut dire avoir un corps, souvent. Mais aussi, il y a aussi le côté joyeux de ça. Avoir un corps, c'est aussi savoir ce que ça veut dire être touché, de toucher quelqu'un. Et comme ça, chaque geste dans le livre devient un geste quasi politique. Il est à la fois sensuel, mais il est aussi politique. Ce garçon, ils sont en train de perdre tout autour surtout Chuan, dont le père, le gérant de la ferme, l'ancien gérant de la ferme, qui n'a jamais eu de l'argent. Pour lui, pour Chuan,
ces sensations, c'est des sensations salvatrices. C'est comme ça, il se retrouve avec une nouvelle, un sens de possibilité, des nouvelles possibilités devant lui, parce que tout s'ouvre avec sa rencontre avec Jay. Mais j'avais une question, je viens de la perdre. Mais comment vous travaillez ça? C'est ça qui est intéressant finalement. Comment vous travaillez tout ça sans tomber ni dans la psychologisation, c'est-à-dire on n'a pas des monologues immenses où ils nous raconteraient leurs états d'âme. Vous restez tout le temps, encore une fois, au plus près des corps. Vous décrivez ces gens, vous passez d'un personnage à l'autre et on les comprend et on les suit et on pleure avec eux. Et en même temps, voilà, vous avez une écriture extrêmement tenue. Je travaille avec le détail le plus précis possible. Pour ce livre, et je ne dirais pas que je vais faire ça pour chaque livre que je vais écrire dans l'avenir, mais pour chaque livre, c'était très important pour moi de rester avec le détail le plus précis possible. Parce que justement, ces garçons-là, à cet âge-là, et avec l'éducation qu'ils ont jusque-là, ils ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire tout ça. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils vivent dans un monde qui les déteste. Pas encore. Il le saura bientôt. Mais pour l'instant, tout ce qui compte pour eux, c'est les petits gestes, les odeurs, les parfums, la sensation d'avoir un corps à côté d'eux. Mais nous, en tant que lecteurs, il y a toujours un petit écart entre nous, le lecteur, et le texte. Et c'est dans cet écart où le lecteur se voit dans le corps de ces personnages. Et j'espère que le lecteur retrouvera les sensations que il ou elle avait ressenties à cet âge-là. Mais avec le recul de temps et avec le recul le passage du temps, chaque petit geste est amplifié. Et dans cette amplification, on voit tout ce qui peut être social, tout ce qui peut être politique dans un acte aussi simple que tomber amoureux d'un autre garçon à l'âge de 17 ans. Parce que ce qui arrive, c'est que dans le texte, c'est que de temps en temps, l'histoire racontée par Jay qui a 17 ans, mais de temps en temps, il y a une autre voix qui vient effleurer l'histoire très légèrement, de temps en temps, et cette voix, c'est la voix de l'écrivain, la voix du futur Jay, peut-être, qui revient dans son passé pour, juste comme un rappel, pour dire que je comprends maintenant, enfin, ce que ça veut dire être aimé. Je comprends enfin ce que ça veut dire être rejeté par son père. Donc tout ça est contenu dans le détail. Mais c'est pour ça qu'il est magnifique ce livre. C'est parce que justement, il y a l'écrivain qui revient des années après pour en parler. Du coup, j'ai l'impression qu'au fond, le sujet du livre, c'est le passage du temps. C'est cette je sais pas si c'est de la mélancolie, mais enfin, cette façon de regarder en arrière, de regarder ce qui a disparu, ce qu'on n'a pas vu sur le moment. Voilà, c'est ça qui raconte ce livre. Oui, c'est une sorte de méditation sur le passage du temps, ce que ça veut dire vieillir. La mère, je reviens au sujet de la mère, qui a maintenant 44, 45 ans, toujours jeune, très jeune même, mais qui a l'impression, en voyant ses enfants en train de grandir, en train de devenir adultes, que la vie est déjà finie pour elle. Elle a
la possibilité. Elle pense que peut-être que son amitié avec Fong, l'ancien gérant de la ferme, le père de Chuan, que cette amitié aurait pu être quelque chose d'autre qu'une simple amitié, que ça aurait pu être peut-être le début d'un amour, mais elle ne saura jamais, parce que pour elle, tout est déjà fini. À l'âge de 45 ans, tout est déjà fini. Elle a l'impression d'avoir vécu très 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 longtemps. En fait, tout le monde dans ce livre a l'air d'avoir vieilli avant l'heure. Même Jay, à l'âge de 16-17 ans, il a l'air parfois d'être un enfant, mais parfois il a l'air d'avoir aussi 70 ans. Il y a un genre de tristesse qui s'installe dans le livre, une sorte de mélancolie. Donc même au moment les plus joyeux, on a l'impression que c'est déjà dans le passé. Et qu'est-ce qui est autobiographique? Parce que vous nous parlez de la voix de l'écrivain et vous nous parlez de votre famille, mais comment on doit le regarder? Comme une autobiographie, une autofiction? Comment vous le définissez? Est-ce que ces étiquettes ont toujours leur place dans la littérature d'aujourd'hui? Je ne sais pas si je crois à ces étiquettes, soit l'autobiographie, soit l'autofiction. Moi, je suis romancier, donc je travaille avec les outils du romancier, donc le détail, les descriptions. Je travaille dans une tradition des réalistes du 19e siècle, dans quelque sorte. Donc, on pourrait même dire que j'ai un travail très, très classique. Mais en même temps, ce que j'espère faire, c'est apporter un regard totalement différent, un regard sur des gens et des pays, des lieux peu connus ou bien peu visibles dans la littérature. Évidemment, pour moi, comme je suis né en Malaisie, j'ai grandi en Malaisie, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en Malaisie avant d'arriver en Europe pour mes études. Pour moi, tous ces thèmes, appartenance à un pays, appartenance à une période dans l'histoire, c'est très important pour moi. Mais en même temps, comme c'est très personnel, je ne peux pas faire la distinction entre ce qui est la fiction et ce qui est réel dans mes livres. Cette famille elle ressemble drôlement à la mienne, mais pourtant, ce n'est pas ma famille exactement. Je ne sais pas, quelque part dans ce mélange, on trouve quelque chose qui est vraiment littéraire. Je ne sais pas comment décrire. C'est justement pourquoi la littérature existe. La littérature existe pour poser des questions. La littérature existe pour justement creuser dans ces espaces entre la fiction et la non-fiction, l'autobiographie et le documentaire. C'est pour ça on écrit. On écrit pour justement un peu briser ces frontières. Après, est-ce que j'ai vécu chaque moment qu'on trouve dans ce livre? Peut-être pas, mais j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs, je crois que reconstituer les détails, pour moi, c'était assez facile. Tout ce que je devais faire, c'est creuser dans ma mémoire, dans les souvenirs, pour trouver ces moments. On pense toujours que la fiction, c'est l'invention. En fait, pourquoi la fiction marche, pourquoi la fiction est convaincante, c'est justement parce que la fiction, c'est le réel. C'est pas du tout quelque chose de fantaisie. C'est ce qu'on a vécu tous. Et en même temps, vous parlez d'écrire pour briser les frontières, mais ça aussi, c'est un aspect de votre travail qui est intéressant, parce que vous parlez de la Malaisie dans ce livre, vous êtes né en Malaisie, mais c'est vrai, vous l'avez dit aussi, vous êtes arrivé à Londres pour vos études, donc ça fait quelque temps maintenant que vous avez quitté
ce pays, vous parlez un français parfait parce que vous vivez une partie de l'année en France et en ce moment vous enseignez à Berlin. Mais du coup, et vous écrivez en anglais. C'est vrai que je vous ai posé une question sur l'autofiction qui est plutôt une catégorie française, on va dire. C'est de la littérature asiatique, c'est de la littérature londonienne. Comment comment vous définissez Encore une fois, c'est très difficile pour moi de voir mon travail comme un travail qui rentre dans cette une catégorie ou l'autre. C'est pour ça que c'est pas possible. Et c'est bizarre pour moi d'entrer dans une librairie typique en France, et que je fais assez souvent. De temps en temps, je vais à la recherche d'un de mes livres. Et c'est toujours planqué au fond de la librairie, parce que c'est là où on trouve... D'abord, on trouve la littérature anglophone, qui est un vaste rayon. Et après, on a le rayon germanophone, qui est un peu plus petit, hispanophone, encore plus petit. Et après, toute l'Asie est au fond de la librairie. Là, on trouve le Japon, qui est essentiellement 90% Murakami, et éventuellement quelques Chinois, éventuellement maintenant il y a Han Kang. Donc ouf. Une fille en plus. Oui, mais tout à la fin on a l'Asie du Sud-Est qui est dominée par les Vietnamiens, et peut-être on a la Malaisie. Et ce qui est drôle, parce que comme j'écris sur des thèmes comme des thèmes qui me sont très personnels, qui sont très intimes, thèmes comme la migration, comment une famille peut survivre à ce phénomène de migration, d'immigration. Je pensais que c'est des thèmes plus universels, mais en fait, d'être relégué à la fin, vraiment au dernier rayon d'une librairie, je trouve ça parfois un peu troublant. Et c'est pour ça, je sais qu'il faut bien organiser une librairie dans une façon ou une autre, mais peut-être qu'on peut imaginer une littérature qui est divisée différemment, organisée différemment, selon des thèmes, selon des regards, selon la politique, selon ce qui est sensuel. Peut-être ne pas regarder les catégories de la littérature comme on a toujours fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on lit. On lit les livres qu'on aime. On n'aime jamais des livres. On se lève jamais en disant « Ah tiens, aujourd'hui, je vais lire un livre qui vient de l'Indonésie. » On va chercher un livre indonésien. On se dit... ce soir, j'ai envie de lire un livre qui parle de l'effet destructrice de la famille sur une femme ou un jeune gay. Normalement, c'est comme ça, on pense à la littérature différemment. Et oui, on peut tous se reconnaître de toute façon dans un personnage ou un autre. Et vous avez parlé de ces familles qui arrivent et qui survivent à l'immigration, au fait d'avoir quitté leur pays. Et c'est vrai que c'est un de vos grands thèmes, et c'était le thème du texte précédent dont j'ai parlé, Deux étrangers sur le rivage, qui est un texte autobiographique pour le coup, la vie de vos grands-pères arrivés de Chine en Malaisie. Et je me suis demandé si ce livre-là, il n'était pas né est-ce qu'il est né grâce au livre précédent ? Comme si on suivait la famille ensuite, là. Justement, le livre précédent était un tout petit livre de non-fiction. Mais en fait, comme vous dites, entre les deux, en fait, on voit une similarité frappante. Même moi, je ne voyais pas jusqu'à ce que je finisse ce livre. En fait, je ne voyais pas la différence entre les deux. Quand j'écrivais le portrait de ma famille en mode non-fiction, entre guillemets, j'avais exactement la même mentalité, la même philosophie que quand j'ai entamé le Sud. Le Sud étant notionnellement la fiction.
je commençais à l'écrire avec le même esprit que Étranger sur la grève. Ça veut dire que pour moi, la mode de l'écriture, je sais pas, les conditions d'écrire sont exactement pareilles. Je ne vois pas, en tant qu'écrivain, pourquoi ça exige un travail différent. Dans Étranger sur la grève, on trouve les mêmes détails, le même travail avec le détail, avec l'histoire, avec les grands thèmes réduits, résumés dans des petites histoires. En fait, pour moi, je ne vois pas la différence entre les deux. C'est juste... je me demande si c'est pas une question de marketing. Comment les éditeurs sont obligés de vendre le livre. Mais pour moi, en tant qu'écrivain, c'est pas du tout important. Je sais évidemment qu'il y a une différence il y a une vraie différence entre la fiction un roman du XIXe siècle et un texte de théorie. Évidemment, il y a une différence. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un roman de Jamaica Kincaid et un livre de non-fiction de Jamaica Kincaid? Il y a vraiment très peu de différence. Et c'est dans cette tradition, si on peut dire, même pas une tradition parce que c'est pas assez long, mais c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie d'établir dans mon travail, une genre de similarité entre la fiction et la non-fiction, avec la même sens d'urgence et d'importance au détail, d'importance au corps, d'importance à la reconstruction du réel. Oui, et il y a la même attention portée aux personnages, effectivement, et il y a les mêmes thématiques, et votre grande thématique, il me semble, dans vos livres précédents et dans celui-là, c'est la place d'un individu à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du groupe des garçons, à l'intérieur de ce pays en tant que descendant d'immigrés. Mais je me demande maintenant si c'est votre situation de descendant d'immigrés en Malaisie qui fait qu'effectivement vous questionnez tout le temps la place de l'individu. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, pourquoi c'est très important pour moi, c'est que j'ai passé les premières 18 ans de ma vie en me posant jamais ce genre de questions. C'était juste après mon arrivée en Angleterre, où j'ai fait les études, où je me suis rendu compte que vraiment j'ai toujours été étranger, même dans mon propre pays. Et je crois que c'est une expérience très commune. C'est que c'est des gens qui se voient pas comme étrangers, qui se voient pas comme différents. Mais en fait, finalement, ils le sont. On peut être étranger même dans sa propre famille. Quelqu'un qui est surtout pour moi, qui était très vite, je me suis rendu compte que j'étais gay. Et tout de suite, cette idée me met à l'écart de ma famille. Quand je décrivais tout à l'heure, quand j'ai passé des longues vacances à la campagne avec mes cousins, mes cousines, qui avaient, eux, déjà terminé l'école à l'âge de 13, 14 ans, 15 maximum, et moi, je lisais des livres, je commençais déjà à lire des romans du 19e siècle à l'âge de 14, 15 ans. Je me trouvais étranger dans ma propre famille, à cause de ma sexualité, à cause de mon éducation, à cause du fait que je voulais vivre différemment. Mais je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, que cette expérience n'était pas propre à moi, que beaucoup de gens se sentaient déracinés, même chez eux. Même de chez eux. Beaucoup de gens se trouvaient avec cette sensation d'être mis à l'écart quand ils bougeaient d'endroit, tout en restant dans leur pays. Évidemment, ces écarts deviennent de plus en plus marqués quand on change de pays. Géographiquement, plus grand le saut, plus grand c'est cette sensation d'isolation.
Donc c'est pour ça, quand je suis arrivé en Angleterre pour faire mes études, je me suis dit, bon, voilà ce que ça veut dire être vraiment étranger. Et cette expérience m'a montré que, en fait, j'ai toujours été un étranger. J'ai toujours été un étranger qui était un étranger à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de mon pays, mais j'étais toujours un étranger. Et comme ma mère d'ailleurs, hein, mais c'est pour ça que avec ma mère, j'ai jamais eu beaucoup d'intimité, mais avec l'âge, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle était étrangère chez nous. Ça a toujours été elle qui était invisible. Quand les gens, la famille débarquait, le clan débarquait de la campagne, et ils arrivaient chez nous, ils se parlaient, souvent les mecs se parlaient, les hommes se regroupaient, et ma mère était en train de cuisiner dans la cuisine, elle était totalement invisible. On ne lui parlait pas, elle était là physiquement présente, mais elle aurait pu être invisible, elle aurait pu être comme une bonne Birmane ou indonésienne, elle avait ce statut-là, elle était quasiment invisible. Et c'est pour ça qu'elle a toujours été frustrée. Toute sa vie, elle a été mise à l'écart elle avait mise à l'écart du vrai fonctionnement de la famille, tout en restant vraiment au cœur de la famille. Et donc, oui, cette sensation d'être l'immigré, d'être l'étranger qui est aussi à l'intérieur, c'est quelque chose qui me travaille. Et c'est ce qui a fait de vous un écrivain ? Oui, je crois que oui. Je crois que les écrivains, ce sont des étrangers. On a toujours le regard de quelqu'un de l'extérieur. On regarde toujours vers l'intérieur en essayant de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette unité de personnes, ce regroupement de personnes. C'est pour ça que vous dites, le travail, mon travail, c'est souvent autour de cette question, comment survit l'individu dans la société, comment l'individu survit toutes les pressions apportées par la société, toutes les pressions apportées par la famille. Et ça vient de ma propre expérience. Il est aussi très important de dire que dans tout ça, que même si il y a beaucoup de mélancolie dans ce livre, il y a aussi beaucoup de joie. Et ça aussi, ça vient de ma propre expérience. On parle souvent, il y a une tradition dans la littérature, surtout la littérature asiatique, ou plus précisément, si on veut parler des catégories, la littérature écrite par des Asiatiques en Occident, qui voient l'immigration comme une source de souffrance sans cesse. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille d'immigrés. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de souffrances, mais il y a aussi beaucoup de transformation. L'immigration, c'est aussi un phénomène de transformation. Les gens se transforment par l'acte d'immigration. Il y a aussi beaucoup de joie dans l'immigration. Et surtout pour moi, en tant que gay, quand je suis arrivé en Angleterre, il y a eu une sorte de liberté. Il y a eu une sorte de liberté qui venait du fait que, justement, personne ne savait d'où je venais. Expliquer que j'étais malaisien, c'est comme si expliquer que j'étais extraterrestre. Les gens ne savaient pas, ignoraient où c'était la Malaisie, ils s'en foutaient. Donc je pouvais me réinventer. Et c'est ça, la réinvention, souvent, l'immigration. C'est pour ça que les gens bougent de pays, souvent. C'est pour s'échapper non seulement à la pauvreté, mais quelque chose de plus grand, et de plus vaste et de plus pesant que la pauvreté. Ça veut dire être coincé par une identité qui a été assignée par le reste de la société. Si on est chinois en Malaisie, surtout on est chinois, on est pauvre,
on peut difficilement s'échapper à ça. Quasiment impossible. Même si on devient riche, après, on aura toujours cette identité des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont sales, qui sont un peu bizarres. Mais venant en Europe, j'aurais pu être qui je voulais. C'était aussi ce que je voulais écrire dans ce livre. Jay, qui a toujours subi des agressions des autres garçons à l'école, les insultes des autres hommes, les insultes de son père parce qu'il le trouve pas assez masculin, pas assez homme. Maintenant, il est loin de chez lui. Il est dans cette ferme isolée de la campagne. Il reste dans son propre pays, mais il est vraiment plus du tout chez lui. Il est dans un pays quasiment étranger, une région qu'il ne connaît pas du tout. Personne ne le connaît. Il est libre. Il a un corps. Il peut faire ce qu'il veut avec ce corps. Et pour lui, cette liberté est le début de ce qu'il va comprendre qu'une vie politique. Et vous avez parlé de l'homophobie, et effectivement c'est présent dans le... Mais juste une parenthèse de mots, je crois que le livre est interdit en Malaisie, on ne peut pas le trouver, parce que justement il parle d'homosexualité, oui, donc la situation est plus compliquée, enfin du temps de votre jeunesse ou maintenant, comment ça se passe? Oui, il est pire qu'interdit, il est retiré de la vente, donc il n'est même pas formellement interdit, parce que... il est invisible. Parce que les autorités savent que s'ils avaient interdit le livre, ça aurait fait une très mauvaise publicité. Comme je suis assez visible, assez connu comme écrivain en Malaisie, ça aurait fait une très mauvaise publicité pour le pays. Et donc, il est donc retiré de la vente. Il est plus, on peut pas l'acheter. Il est possible de commander, mais il faut d'abord trouver un libraire qui est prêt à le commander pour vous. Oui, il y a un durcissement vers l'homosexualité. L'homosexualité a toujours été interdite en Malaisie, mais toujours tolérée, pendant très longtemps tolérée, surtout pour tous ceux qui étaient bourgeois. Moi, je me suis vite aperçu que, en fait, la société était divisée entre les bourgeois et les non-bourgeois en Malaisie, et les gens qui plus riches en étaient, plus on était libres de vivre comme on voulait. Mais pour les gens comme Jay et Chuan, comme moi avant, ça n'était pas du tout possible de vivre ouvertement. Mais ça a toujours été possible, on trouvait les moyens. Pas ouvertement, mais on trouvait des moyens pour vivre plus ou moins comme on voulait. Mais maintenant, ça devient de plus en plus dur. Et toute expression ouverte de l'homosexualité est interdite. Et quasiment chaque semaine, il y a une nouvelle annonce auprès du gouvernement qui durcit son attitude vers l'homosexualité. Donc, du coup, en petite parenthèse, c'est la situation actuelle pour le livre. Mais ce qui est très encourageant pour moi, c'est que quasiment chaque semaine, je reçois aussi des messages des jeunes. J'ai des jeunes gays, queer en Malaisie, qui me disent qu'ils sont allés jusqu'à Singapour, ils sont allés jusqu'à la Thaïlande pour acheter le livre. Ils ont trouvé un libraire un peu underground pour commander le livre pour eux. Et donc, le livre existe. Et les gens comme Jay et Chuan existent aussi. Alors, je crois que c'est que le début, parce que vous avez prévu d'écrire une tétralogie. Racontez-nous un petit peu ce projet. On attend avec impatience. Au début de ma carrière, j'étais très encensé par ces
grands livres écrits par des Asiatiques comme des écrivains comme V.S. Naipaul, comme Salman Rushdie, Rohit Mistry surtout. Et je me suis toujours dit qu'un jour, quand je serai vieux, je vais écrire un livre pareil, un livre de 1000 pages qui raconte l'histoire d'une famille sur 100 ans. L'histoire d'une famille qui résume aussi l'histoire d'un pays, d'une région même. Une fresque, une grande fresque historique. Et là, il y a quelques années, je me suis dit, bon, maintenant, je suis vieux. Donc, le temps, et c'est maintenant qu'il faut écrire ce livre. Mais le problème, c'est que mes goûts ont tellement changé, mes goûts avaient tellement changé, que j'avais plus le désir, j'avais plus l'envie d'écrire ce genre de grands fresques, de gros pavés. J'avais même plus envie de lire ce genre de choses. Je lis et je continue à lire Proust, par exemple, que je relis de temps en temps avec joie, mais j'ai plus du tout envie d'écrire ce genre de livre. Ça me paraît tellement hyper masculin, hyper... je sais pas, quand on écrit un pavé de 1000 pages, en fait, c'est comme si l'écrivain est en train de dire, de communiquer au lecteur qu'il a compris l'histoire, il a compris comment ces personnages ont traversé l'histoire, il a compris l'effet de l'histoire sur ces personnes. Alors que personne ne comprend vraiment, vraiment. Même les historiens ne comprennent pas le fonctionnement de l'histoire sur l'individu. C'est pour ça qu'on vit dans un monde comme on vit aujourd'hui, qui se passe tellement mal. Et donc, ce que je voulais faire, c'est de reconstruire cette idée du roman historique asiatique, de voir si je ne pouvais pas le reconstituer autrement, pour voir si je ne pouvais pas faire un autre modèle de cette grande fresque, de travailler avec l'intime. Et donc j'ai eu cette idée de diviser un gros pavé de 1000 pages en 4 livres plus petits, de travailler avec le détail, comme on parlait tout à l'heure, de parler avec le plus intime possible, de voir une famille, les 5 membres de cette famille, dans un moment très précis de leur vie, et de les suivre au quotidien pendant une courte durée, comme ça, et pour voir si, au fil de 4 livres, on va les voir dans une période différente de leur vie, si je pouvais faire une grande fresque, mais tisser autrement, reconstituer autrement, reconfigurer autrement. En fait, pour revenir à la question de catégorie de littérature, je voulais voir si, comme j'essaie de briser ces frontières entre fiction, non-fiction, autobiographie et l'autofiction, si je pouvais également briser ces idées qu'on a en tête de ce que c'est un roman historique, un roman de famille, un roman d'amour. Est-ce que mes 4 romans et ce roman plus les 3 qui vont suivre, est-ce que ces 4 livres peuvent reconfigurer notre manière de penser à ce que c'est un roman historique? Justement parce que j'ai grandi et je continue à vivre en partie en Malaisie, dans cette région où le temps passe si vite. Je suis frappé à chaque fois. Je reviens de l'Asie. Je viens de passer le Nouvel An chinois avec mes parents qui sont très âgés maintenant. Je viens de rentrer en Europe, en France.
Et à chaque fois que je rentre en France, je suis frappé par cette différence. Là-bas, non seulement on dit que les rythmes de la vie sont beaucoup plus rapides, oui c'est vrai, mais la notion du temps est tellement accélérée. À chaque fois que je rentre en Malaisie, il y a des nouvelles tours qui sont construites. La ville est reconfigurée différemment. Je rentre à Paris, tous les restaurants sont pareils, tous les cafés sont pareils, les rues sont pareilles. En fait, je suis tellement apaisé par ça. Je suis tellement apaisé par le fait que rien ne change. Je peux aller au même café et retrouver le même serveur et la même carte que j'ai retrouvée il y a une dizaine d'années. Et donc, pour moi, en tant qu'Asiatique, évidemment, le passage du temps, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est comme ça qu'on retrouve ce livre. Malgré le fait qu'on se retrouve avec cette famille dans un moment très précis, suspendu, des moments suspendus, dans quelque part, très intime, on sait déjà que le temps va passer très très vite. Et ce moment-là ne va plus jamais exister. Merci, Tasso. Merci Sylvie, merci. C'était magnifique.